Non, Edmond, n'ouvre pas! Tu te souviens, quand nous avons laissé nos deux amis, quelqu'un sonnait à la porte. Edmond, le hérisson, a aussitôt ouvert alors que Monsieur Ronchonchon n'en avait aucune envie. Tu veux savoir ce qui va se passer? Allons vite les retrouver. Sur le pas de la porte, Monsieur Ronchonchon découvre sa voisine, Madame Lafouine, qui lui sourit. « Oh non, pas elle, lui qui essaye toujours de l'éviter. » Le vieux monsieur soupire, contrarié. « Qu'est-ce que vous voulez ?» La dame tient dans ses mains une grande assiette recouverte d'un torchon. Elle se hisse sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir Edmond qui s'est réfugié sur le meuble à chaussures. « Oh, vous avez un invité. Il me semblait bien avoir entendu parler. Comme j'ai préparé des sablés croustillants à la cannelle, je me disais que cela pouvait être agréable de les partager avec vous. » Monsieur Ronchonchon grimace et se balance d'une jambe à l'autre. Comment sortir de ce piège ? Je suis assez occupé, voyez-vous. Mais Edmond le coupe brusquement. « Oh, c'est tellement gentil, et ça sent si bon. On va accompagner ça avec du thé, ça sera un délice. Venez !» La voisine ne se fait pas prier et suit le petit animal jusqu'au salon. Ronchonchon reste devant la porte, les bras ballants. « Mais c'est pas vrai, ce hérisson de malheur est un vrai ouragan, et en plus il décide pour moi. » Il claque la porte énervé et les rejoint en pestant. « J'imagine que je dois faire du thé alors. » Madame Lafouine pose son plat sur la table basse. « Oh, c'est gentil à vous. On a si peu l'occasion de discuter. Je suis ravi. Et toi, mon petit, tu es nouveau dans le quartier? Je ne t'ai encore jamais vu. Je m'en serais souvenu. Un si joli minois. » Le vieux bonhomme file dans la cuisine pour échapper à leur bavardage. « Un si joli minois, gna 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 gna. » Il prend un plateau, y installe les cuillères et le sucre sans desserrer les dents. Puis, il verse l'eau bouillante dans les tasses et rajoute les sachets de thé sans ménagement. « Je n'en peux plus de tout ce cirque. Je veux retrouver ma tranquillité. » Ronchonchon s'imagine rester caché tout seul dans la cuisine. Sa voisine est un vrai moulin à paroles et Edmond semble adorer ça. Il se masse les tempes et hésite. Puis, il finit tout de même par aller les rejoindre d'un pas traînant. Après tout, il est chez lui. La vieille dame l'accueille avec un sourire bien trop grand. Ah, que c'est agaçant! « Mon cher voisin, vous voici enfin! Edmond me racontait qu'il serait votre assistant au potager. C'est formidable! » Formidable, si on veut. Le vieux bonhomme jette un œil au hérisson qui enfourne les sablés dans sa petite bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. « Ces sablés sont divins, Madame Lafouine. » La dame rit en rougissant. « Oh, ce n'est pas grand-chose, surtout du beurre, de la farine et du sucre, mais ils font toujours leur petit effet. Je vous crois volontiers, mais on sent que vous y avez mis beaucoup de gentillesse aussi. Vous pourriez m'apprendre à cuisiner, enfin, si vous voulez bien. Avec grand plaisir, mon petit. Si tu veux, passe donc à la maison dans la semaine. Ça sera aussi l'occasion de discuter et d'apprendre à nous connaître un peu plus. Je suis seul, tu sais, et les journées sont parfois longues. » Monsieur Ronchonchon hausse les sourcils. Alors sa voisine se sent seule. Il n'y avait jamais songé. Lui qui recherche tant la solitude, il doit avouer que ça lui fait quelque chose d'imaginer cette dame triste et sans personne. Edmond tape dans ses petites mains en chantonnant. « Oui, j'adore l'idée. On pourrait se rendre visite chaque matin, comme un rituel. Une fois moi, une fois vous.
Ronchonchon recrache son thé, manquant de s'étrangler. Alors là, c'en est trop. Ce petit animal a un sacré culot. Madame la Fouine semble avoir remarqué son trouble, puisqu'elle répond sans attendre. « Oh, mon cher petit, c'est gentil à toi, mais Monsieur Ronchonchon n'est peut-être pas enchanté à l'idée d'avoir de la visite aussi souvent. » Edmond fixe son hôte en mastiquant une énorme bouchée de sablé. « C'est vrai? Ça t'embête ?» Le vieux bonhomme se passe les mains sur le visage, le voilà dans de beaux draps, et n'a pas envie de vexer sa voisine. « Eh bien, non, évidemment que non. Mais n'oublie pas que tu as de quoi faire dans le potager, ça va t'occuper. D'ailleurs, avec tous ces sablés, sans parler des céréales de ce matin, je ne suis pas sûr qu'il te reste de la place pour les limaces. »« Oh, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai un appétit d'ogre, moi. » Si tu le dis. Madame la Fouine sourit en buvant une gorgée de thé. Elle semble vraiment passer un agréable moment, et Ronchonchon finit par se détendre un peu. La matinée passe, et le vieux bonhomme ne pense même pas à regarder l'heure une seule fois. Ce n'est pas si désagréable finalement. Mais, soudain, Edmond devient tout pâle. Ronchonchon l'observe et fronce les sourcils. « Tout va bien, petit ?» Le hérisson secoue la tête d'un air étrange. Madame la Fouine se lève et s'agenouille à ses côtés. Elle lui effleure le bout du nez. « Il n'a pas l'air en forme, ses yeux sont beaucoup trop brillants et sa petite truffe est toute chaude. » Ronchonchon commence à s'inquiéter. Cet intrus est assez agaçant, mais il ne lui souhaite pas du mal, tout de même. « Je vais t'apporter un peu d'eau, ça va te faire du bien. » Il court à la cuisine pour remplir une petite soucoupe et lui rapporte. Mais Edmond boit à peine quelques gouttes. Il pose son museau épuisé sur le fauteuil. Le vieux monsieur le regarde, de plus en plus soucieux. Bzzz. Des abeilles tournent autour de nos tartines. Pas étonnant. Ce sont elles qui fabriquent ce bon miel. Toutes les ouvrières de la ruche y travaillent. Les butineuses aspirent le nectar sucré des fleurs. Elles le transportent jusqu'à la ruche, le transmettent à des receveuses qui le mélangent à leur salive, puis le déposent dans les alvéoles. Et là, tout doucement, le nectar se transforme en miel. Ensuite, les abeilles bouchent les alvéoles avec de la cire et, au travail les ventileuses, bzzz, elles font évaporer l'eau en battant des ailes. Et oui, le miel servira de nourriture à toute la colonie durant l'hiver. Butineuses, receveuses, ventileuses, mais encore, pour construire les alvéoles, des bâtisseuses expérimentées. Pour protéger la ruche, une armée de gardiennes. Et oui, pour sortir les déchets, des nettoyeuses efficaces. Pour s'occuper des œufs et des larves, des nourrices attentives. Et pour pondre ces milliers d'œufs par jour, une seule reine. Et oui, qui sont les papas? Des faux bourdons, et il y en a très peu. Vous voyez, tout en haut à gauche, vous avez les gardiennes, celles qui portent des couteaux. Ensuite, vous avez les nettoyeuses, qui sont tout en haut à droite, avec un petit balai, un petit râteau, voilà. Et en vert, juste en dessous des nettoyeuses, vous avez les nourrices, celles qui gardent les bébés. Quand il n'y a pas assez de fleurs près de la ruche, les abeilles meurent-elles de faim? Non, pas du tout. Elles butinent en plus du miel. Qu'est-ce que c'est que le miel? C'est un liquide produit par des insectes qui sucent la sève des arbres.
Le miella est moins digeste que le nectar, mais le mélange des deux donne aussi de l'excellent miel, de sapin, de châtaignier ou de chêne. Les abeilles sont indispensables à la nature. En butinant, elles transportent le pollen de fleur en fleur. C'est ce qu'on appelle la pollinisation, étape clé de la reproduction des plantes. Et pourtant, empoisonnées par les insecticides, affaiblies par la disparition de certaines fleurs, menacées par des maladies venues d'autres continents, et puis dévorées par le frelon asiatique, les abeilles sont en danger. Alors, vont-elles toutes mourir? Pas du tout. Des spécialistes se penchent sur ce problème, plutôt piquant. Des solutions: utiliser moins d'insecticides et de pesticides, réintroduire les plantes sauvages et les mauvaises herbes, replanter des haies qui protègent les ruches du vent. Ensuite, développer des médicaments antiviraux pour les abeilles. Et même favoriser l'installation des ruches en ville. Sauvages, les abeilles bâtissent leur nid dans des cavités naturelles. Domestiquées, elles s'installent dans les ruches des apiculteurs. Des caisses en bois garnies de planchettes avec des alvéoles. Un trou d'envol sert d'entrée et de sortie. Et pour protéger le tout, un toit, comme sur une vraie maison. Quand la ruche est pleine, l'apiculteur lui ajoute une étage, comme un grenier. C'est ça. Une grille le sépare des étages du dessous pour que la reine ne vienne pas y pondre. Et quand ce grenier est plein, on en pose un autre, et puis encore 3 ou 4 si nécessaire. Pour récolter le miel, l'apiculteur emporte ses greniers à la miellerie. Il range les planchettes dans une sorte de panier à salade qui tourne à toute vitesse et vroom, le miel est propulsé hors des alvéoles. On peut aussi le laisser s'égoutter lentement ou presser les rayons de cire puis filtrer la pâte obtenue. Après quelques jours de repos, il faudra retirer les petits bouts de cire qui remontent à la surface. C'est un produit 100% naturel. Oui, mais gare aux fraudeurs. Importation de miel de piètre qualité, chauffage excessif pour le garder liquide, mélange de récoltes d'années différentes et ajout de sucre en usine. Ou pire, production de miel à partir d'ingrédients chimiques, en se passant des abeilles. Et oui, nous voilà à l'opposé de 100% naturel, non? Moins coûteux et présentés de façon attrayante, tous ces miels ont peut-être la consistance, le goût et la couleur du vrai, mais pas ses qualités nutritives. À la sortie de la ruche, le miel est toujours liquide. Une fois mis en pot, il va durcir plus ou moins vite. Doux ou corsé, clair ou foncé, liquide ou solide. Tout dépend des fleurs et donc du milieu où se trouvent les ruches. Et si elles sont en ville, on a du miel urbain grâce aux plantes des jardins publics. Vous avez vu l'abeille? Elle faisait la balançoire elle aussi. Jaune tendre et un goût délicat. C'est le miel d'acacia qui coule dans les yaourts. Plus foncé et légèrement amer, le châtaignier. Parfait pour les tartines. Couleur crème et fruitée. C'est le miel de lavande. Il reste onctueux tout le temps. Ambré et très parfumé, le miel de bruyère blanche qui épaissit rapidement. Oh là là! Presque blanc et comme un goût de chou, et oui de chou, le miel de colza très vite se solidifie. Du miel, et c'est tout? Bien sûr que non. Les abeilles stockent aussi du pollen en prévision de l'hiver.
Elles en font de petites pelotes qu'elles rangent avec le miel dans les alvéoles. C'est leur seule source de protéines. C'est leur repas à elles. Eh oui. Récolté par l'apiculteur, ce pollen est vendu sous forme de poudre, de capsules ou de comprimés. Elles sont riches en vitamines. Il y a aussi la gelée royale, unique nourriture de la reine. Ah là là, la chance! Les nourrices en donnent un peu aux larves, mais uniquement durant leurs 3 premiers jours, un peu comme les bébés. Cette gelée blanchâtre est très sucrée. Elle stimule nos défenses contre certaines maladies, tout comme la propolis que les abeilles utilisent, elles, pour boucher les petits trous de la ruche. Alors, que dit-on à nos amis les abeilles? Merci, 1000 merci! Et surtout, on les laisse butiner en paix. Voici la fin de notre histoire, mais si vous voulez un petit peu de lecture, je vous conseille de lire cette image. Kiki, le petit hérisson, était un animal timide et réservé, mais toujours prêt à protéger ses amis. Son ami proche était Wei-Wei, un petit lapin joyeux. Un jour, lors d'une promenade dans la forêt, ils ont rencontré un champignon rouge étrange et mystérieux. Le champignon était d'une couleur vive et brillante et sa taille était énorme par rapport aux autres champignons. Kiki et Wei-Wei ont été intrigués par cette rencontre, mais leur curiosité a rapidement laissé place à la peur lorsque le champignon rouge a commencé à agir de manière menaçante. Cependant, en dépit de sa peur, Kiki a trouvé le courage de penser également à la sécurité de son ami Wei-Wei et a été déterminé à trouver un moyen pour les protéger de cette nouvelle menace. Kiki était tétanisé de peur. Il n'avait jamais vu un champignon aussi grand et effrayant. Il avait envie de s'enfuir le plus loin possible et d'abandonner son ami Wei-Wei. Mais il se rappela de l'importance de l'amitié et de la protection de ses proches. Il se força alors à sortir de sa cachette pour faire face au champignon rouge. Le champignon s'avança lentement, émettant des grondements sourds et menaçants. Kiki était pétrifié de terreur, mais il ne voulait pas abandonner Wei-Wei. Il savait qu'il devait trouver un moyen de protéger son ami et de vaincre cette créature mystérieuse. Il se mit à réfléchir rapidement et remarqua que le champignon rouge n'avait pas de pieds. Il était donc ancré au sol. Kiki comprit alors que si lui et Wei-Wei pouvaient se mettre à l'abri sous un arbre à proximité, ils seraient en sécurité. Kiki prit courage et appela son ami à le suivre sous un grand rocher qui n'était pas loin. Wei-Wei, qui avait également peur, suivit son ami à contre-cœur. Ils se sont alors cachés en silence, écoutant les grondements du champignon rouge. Leur cœur battait la chamade. Ils avaient réussi à échapper au danger imminent. Kiki avait surmonté sa peur en pensant également à la sécurité de son ami Wei-Wei. Il avait réussi à trouver une solution pour les protéger tous les deux du champignon rouge, malgré sa propre terreur. Kiki se sentait fier d'avoir été capable de faire face à une situation effrayante et de protéger son ami. Kiki était terrifié face à l'incroyable champignon rouge, mais quelque chose en lui a changé.
il se souvint de son ami Wewe et de son papa, Aobaba, qui l'encourageait toujours à être courageux et à protéger ses amis. Cela lui rappela l'importance de penser aux autres, pas seulement à lui-même. Il avait compris que s'il ne faisait rien, Wewe aurait été également en danger. Il réalisa qu'il devait trouver un moyen de protéger son ami tout en restant en sécurité lui-même. C'est alors qu'il se mit à réfléchir à une solution. Il se rappela que les hérissons ont des épines qui les protègent. S'il pouvait trouver un moyen de les utiliser, lui et Wewe pourraient se protéger. Kiki se mit à rassembler des branches et des feuilles et les rassembla en une boule qu'il pressa contre ses épines dorsales. Il invita alors Wewe à se mettre derrière lui, en utilisant son dos comme bouclier. Ensemble, ils commencèrent à avancer prudemment vers le champignon rouge. Kiki était fier de lui. Il avait trouvé une solution pour protéger son ami et lui-même. Ensemble, ils avançaient prudemment vers le champignon rouge qui se dressait devant eux. Le champignon rouge était immense et menaçant, et Kiki ressentait encore de la peur. Mais il se concentra sur la tâche qui l'attendait et ne laissa pas la peur le paralyser. Ils s'approchèrent tous les deux de plus en plus du champignon rouge, et Kiki utilisa sa boule de branches et de feuilles pour l'attaquer. Le champignon rouge était puissant et imposant, mais Kiki avait prévu cela. Il donna un coup de pied dans la boule de branches et de feuilles qui roula vers le champignon rouge. Les branches et les feuilles se détachèrent de la boule et s'accrochèrent au champignon rouge, le recouvrant petit à petit. Kiki avait trouvé une solution pour vaincre le champignon rouge tout en protégeant Wewe. Le champignon rouge était désormais recouvert de feuilles et de branches et il était complètement immobilisé. Kiki et Wewe purent alors continuer leur chemin en toute sécurité. Kiki avait surmonté sa peur grâce à la force de sa réflexion, en trouvant un moyen créatif de vaincre le champignon rouge tout en protégeant Wewe. Il avait montré qu'il était courageux et prêt à protéger les autres. Kiki avait appris que même dans des moments de grande peur, il était possible de trouver des solutions et de faire face aux défis qui se présentaient. Il avait réussi à surmonter sa peur grâce à la réflexion et à l'empathie, en pensant à la sécurité de son ami ainsi qu'à la sienne. Kiki avait appris une leçon importante. Penser à protéger les autres est tout aussi important que de penser à sa propre sécurité. En protégeant Wewe, il avait également protégé un être cher et cela avait donné un sens à son courage. Le message de cette histoire est clair. Penser à protéger les autres est formidable. C'est un acte de courage et d'empathie qui peut avoir un impact positif sur la vie des autres. En aidant les autres, on se sent mieux et plus fort. Comme Kiki. En somme, Kiki, le petit hérisson, avait montré qu'il était possible de surmonter ses peurs et de trouver des solutions créatives en pensant à la sécurité des autres. Il avait appris que penser aux autres était une forme de courage et que cela pouvait être bénéfique pour tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord ? Au creux des alvéoles se nichent des petits, tout petits œufs, comme des grains de riz, petits brins de vie.
Vous les voyez? Tout blanc? Voilà. Oh! Les bébés éclosent. Des larves sont nées. Ces bébés abeilles sont nourris par les ouvrières de pollen et de miel. Miam! Les larves grandissent. Alors, on ferme les alvéoles et elles deviennent de véritables abeilles, avec des pattes, des ailes et des antennes. Les voilà qui grignotent la porte de sortie. Et hop, dehors. Ces nouvelles ouvrières commencent bien vite à travailler. D'abord, elles font le ménage. Et en vieillissant, elles changent de travail. Elles rangent le pollen et le nectar. Ensuite, les ouvrières construisent des alvéoles, puis elles gardent l'entrée de la ruche. Enfin, elles sortiront de leur maison pour devenir des butineuses. Voici la reine. Elle est grosse, elle est énorme. Toute la journée, elle pond des œufs. C'est la maman de toutes les abeilles. Tiens, un faux bourdon. C'est un mâle. Lui ne travaille pas. Les ouvrières le nourrissent toute la journée. Le vois-tu? Oui, il est en bas à droite. Les butineuses s'envolent. Elles sirotent le sucre des fleurs qui s'appelle le nectar et collectent le pollen jaune et poudreux. Oh! Une prairie fleurie. Il faut avertir les sœurs. L'abeille danse dans la ruche pour expliquer où se trouvent les fleurs. Avec le nectar, les abeilles fabriquent le miel. Rangé dans les rayons, il les nourrira pendant l'hiver. Vite, vite, il faut rentrer. Il fait froid. L'hiver est là. La ruche ne bourdonne plus. Elle s'endort. Au printemps, elle se réveillera encore. Pablo observait la forêt dense et mystérieuse depuis la fenêtre de sa nouvelle maison. Des papillons virevoltaient tandis que le soleil perçait à travers le feuillage, formant des ombres dansantes. Mais ce qui préoccupait le plus le petit hérisson était son premier jour à l'école des bois. « Sais-tu que Lulu ne viendra pas aujourd'hui ?» demanda sa mère en lissant les piquants de Pablo. « Elle m'a dit qu'elle avait un truc très important à faire. » Pablo soupira. « Je me sens tellement seule sans elle. Et si personne ne veut être mon ami ?» Sa mère le regarda avec douceur et lui dit: « Tu es un hérisson charmant et je suis sûre que tu te feras des amis en un rien de temps.
Juste, sois toi-même. Avec une petite hésitation, Pablo hocha la tête. Il enfila son petit sac à dos, embrassa sa mère et s'aventura courageusement dans la forêt, en direction de l'école des bois. Arrivé à l'entrée, il prit une grande inspiration. Ce serait une journée pleine de nouvelles expériences et il espérait de nouveaux amis. La porte de l'école grinça légèrement lorsqu'elle s'ouvrit, révélant une salle vibrante d'activité. Des écureuils bondissaient de table en table, échangeant des noisettes et des blagues. À l'arrière, un groupe de lapins chuchotait et gloussait, leurs oreilles frémissant de curiosité. Pablo se sentit soudainement très petit. Il serra son sac contre lui, cherchant un endroit où s'asseoir. C'est alors qu'il entendit une voix moqueuse derrière lui. « Regardez les petits nouveaux. Où est ta luciole brillante maintenant ?» C'était un renard rusé, assis nonchalamment dans le coin, un sourire narquois aux lèvres. Avant que Pablo puisse répondre, une voix douce retentit à côté de lui. « Laisse-le tranquille, Romain. Tout le monde est nouveau à un moment donné. » C'était une biche gracieuse avec de grands yeux doux. Pablo la remercia d'un sourire timide. « Je m'appelle Pablo. C'est mon premier jour. » « Je suis Béatrice, » répondit-elle. « Ne t'en fais pas pour Romain. Viens, je te montrerai où tu peux t'asseoir. » Soulagé, Pablo suivit Béatrice, sentant déjà que ce premier jour pourrait être moins intimidant qu'il ne le pensait. La cloche sonna, indiquant la pause. Les élèves se dispersèrent, formant des petits groupes, discutant et jouant. Pablo, cependant, se sentait encore un peu perdu. Il fut tiré de ses pensées par la voix douce de Madame Grenouille. « Pablo, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Ils traversèrent la cour jusqu'à un tronc d'arbre creux, orné de mousse et de petites fleurs. « Ceci est le tronc de l'amitié, » expliqua-t-elle. « Les nouveaux comme toi peuvent s'y asseoir et souvent, il devient un lieu de nouvelles rencontres. » Pablo s'approcha prudemment. « C'est magnifique, madame, » murmura-t-il impressionné. « C'est ici que j'ai rencontré mon ami lorsque j'étais jeune, » sourit Madame Grenouille. « Peut-être tu y trouveras le tien. » Juste au moment où Pablo allait s'asseoir, il entendit un doux ululement provenant de l'intérieur du tronc. C'était une petite chouette aux grands yeux le regardant timidement. « Bonjour, » dit-elle d'une voix douce. « Je m'appelle Chloé. » Pablo sourit, son cœur se réchauffant instantanément. « Salut Chloé, je m'appelle Pablo. Puis-je m'asseoir à côté de toi ?» À l'intérieur du tronc de l'amitié, l'atmosphère était douce et paisible.
Des rayons de soleil filtraient à travers les interstices, créant une ambiance chaleureuse. Pablo s'assit délicatement à côté de la petite chouette, respectant son espace. Chloé semblait hésitante, ses grands yeux curieux observant Pablo. « C'est mon premier jour ici, » dit-elle, « et je ne connais personne. C'est un peu effrayant. » Pablo hocha la tête en signe de compréhension. « Moi aussi, c'est mon premier jour. Ils sont ma meilleure amie, Lulu. Je me sens vraiment seule. » Les deux partagèrent un moment de silence, comprenant chacun la vulnérabilité de l'autre. Puis Chloé demanda : « As-tu déjà exploré la forêt ?» Pablo secoua la tête. « Pas encore. J'attendais Lulu pour cela. » Un sourire timide apparut sur le visage de Chloé. Peut-être pourrions-nous l'explorer ensemble après l'école ? Les yeux de Pablo s'illuminèrent. Ça me semble être une excellente idée, Chloé. Ainsi, dans le doux abri du tronc de l'amitié, une nouvelle amitié commença à fleurir entre un hérisson et une petite chouette. L'école finit sous un ciel teinté d'orange et de rose. Pablo, emballé par l'idée d'une nouvelle aventure, rejoignit Chloé à l'entrée. « Prêt pour notre exploration ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. Pablo hocha la tête avec enthousiasme. « Toujours prêt. Où commençons-nous ?» Les deux amis marchèrent côte à côte, découvrant un ruisseau étincelant. L'eau fraîche chatouillait leurs pattes. « Écoute ça !» s'exclama Chloé, écoutant le doux murmure de l'eau courante. En avançant, ils trouvèrent un champ de fleurs luminescentes. « Waouh !» murmura Pablo. « J'ai entendu parler des fleurs de lune, mais je ne les avais jamais vues avant. » Chloé rit doucement. « Elles sont encore plus belles avec un ami à ses côtés. » Le duo se lança ensuite dans une partie endiablée de cache-cache, riant et se faufilant derrière les arbres et les buissons. Pablo, à un moment donné, roula dans un tas de feuilles, riant aux éclats. « C'est la meilleure journée de ma vie !» s'exclama-t-il. Chloé ulula joyeusement. « Moi aussi, Pablo. Merci de le partager avec moi. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait timidement, une lumière scintillante apparut à l'horizon. C'était Lulu la luciole qui volait joyeusement en direction de l'école. « Salut Pablo !» s'exclama-t-elle en atterrissant sur l'épaule du hérisson. « Je suis désolée pour hier. J'ai entendu dire que tu as rencontré une nouvelle amie ?» Pablo sourit chaleureusement. « Oui, Lulu. Laisse-moi te présenter Chloé. » Il désigna la petite chouette qui ulula poliment en guise de salutation. Lulu s'inclina légèrement. « Enchantée, Chloé. Pablo parle toujours de toi. » Chloé rougit légèrement. « Je suis heureuse de te rencontrer, Lulu. Pablo m'a parlé de toi hier. » Les trois amis passèrent la journée ensemble, partageant des histoires et des rires. Le bois retentissait de leurs éclats de joie, formant une mélodie d'amitié.
En fin de journée, Pablo réalisa une chose. Saviez-vous que les débuts peuvent être difficiles, mais avec de bons amis, tout devient plus lumineux? Lulu et Chloé acquiescèrent, enlacés dans une étreinte chaleureuse. « Toujours ensemble » murmura Chloé. « Pour toujours » ajouta Lulu. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette histoire. Arthur le hérisson était un professeur de sciences très intelligent, mais il avait un petit problème. Il était incroyablement maladroit. Dans sa classe, les livres étaient souvent empilés de travers, les crayons roulaient par terre et son bureau ressemblait à un champ de bataille. Ce matin-là, Arthur se préparait pour un cours spécial sur les mélanges de potions. Il avait préparé plusieurs fioles remplies de liquide coloré. « Aujourd'hui, les enfants, nous allons voir comment... » Oh non! Arthur venait de trébucher sur une pile de livres et renverser accidentellement une fiole verte dans une autre fiole rouge. Un nuage de fumée violette s'éleva soudainement du bureau. « Oups! Pas de panique, c'est juste un petit... Ah !» Arthur ne termina jamais sa phrase. Une lumière éclatante jaillit, et tout devint flou autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, quelque chose n'allait pas. Il se sentait grand, très grand. Il baissa les yeux et poussa un cri de surprise. « Ah! Mais où sont mes piquants? Et mes petites pattes? Oh !» Arthur se regarda dans le miroir de la classe. Au lieu d'un petit hérisson, un homme aux cheveux ébouriffés le fixait. « Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait ?» Les élèves, eux, étaient bouche bée. « Professeur Arthur, vous êtes humain ?» Arthur était complètement déconcerté. Comment allait-il continuer à enseigner? Et surtout, comment redevenir un hérisson? Une chose était sûre, l'aventure ne faisait que commencer. Arthur le hérisson, maintenant transformé en humain, se retrouva face à un grand défi. Il devait quitter l'école pour éviter d'attirer l'attention. Il quitta la classe en catimini, se faufilant dans les rues, tout étourdi par sa nouvelle taille et ses longues jambes. Marcher sur deux pattes était beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. En se baladant dans la ville, Arthur trébuchait à chaque coin de rue, peinant à garder son équilibre. « Pourquoi est-ce que marcher est si difficile ?» marmonna-t-il. Plus il avançait, plus il se sentait perdu. Tout était si grand, si bruyant. Les voitures klaxonnaient, les gens parlaient fort, et il y avait tant de choses qu'il ne comprenait pas. Finalement, Arthur trouva refuge dans une petite maison abandonnée. Elle était un peu poussiéreuse, mais elle avait l'air accueillante. « Ce sera mon nouveau terrier, enfin, ma maison pour l'instant, » se dit-il. Il s'assit sur une chaise, mais la chaise était trop haute et il faillit tomber. « Oh là là, être humain, ce n'est vraiment pas simple !» soupira-t-il. Il essaya ensuite d'enlever ses chaussures, mais se retrouva à se battre avec les lacets. «
Qui a inventé ces choses compliquées? Arthur réalisa alors qu'il devait apprendre à vivre comme un humain s'il voulait survivre. Mais par où commencer? Comment allait-il manger, se laver ou même dormir sans ses petites habitudes de hérisson? Une chose était sûre, Arthur avait beaucoup de choses à découvrir sur ce nouveau monde et il n'était pas au bout de ses surprises. Arthur, transformé en humain, réalisait qu'il ne pouvait pas vivre seul dans cette maison abandonnée. Il avait besoin d'aide pour comprendre ce nouveau monde. Alors, il décida de se faire passer pour un professeur chez les humains. Après tout, il avait toujours été un enseignant, même s'il n'était plus un hérisson. Le lendemain, Arthur sortit de sa maison et se rendit dans une petite école du quartier. Il rencontra la directrice, Madame Dupont, une dame gentille aux cheveux gris. « Vous voulez enseigner ici ?» dit-elle avec un sourire. Arthur, un peu nerveux, répondit « Oui, j'adore enseigner les sciences. » Madame Dupont accepta et le conduisit à une classe pleine d'enfants curieux. Arthur essaya de leur parler de choses simples, mais il renversa son café sur les livres, se prit les pieds dans un tapis et fit tomber le tableau. Les enfants éclatèrent de rire. Arthur, un peu gêné, se gratta la tête. « Bon, peut-être que je dois encore m'habituer à être humain. » Les enfants l'aimaient bien malgré ses maladresses. Ils l'aidèrent à ramasser les livres et à nettoyer le café. Petit à petit, ils lui apprirent comment s'organiser, ranger les papiers, utiliser une montre pour être à l'heure et même comment ne plus trébucher sur le tapis. Arthur se rendit compte que la vie humaine avait ses propres règles et que, même s'il faisait des erreurs, il pouvait apprendre. Et surtout, il commença à comprendre qu'être ordonné pouvait rendre la vie plus facile, même pour un ancien hérisson maladroit comme lui. L'aventure d'Arthur dans le monde des humains venait juste de commencer et il était prêt à relever tous les défis. Arthur, maintenant un professeur humain, faisait de son mieux pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mais les défis ne manquaient pas. Un jour, il essaya de préparer un repas comme le faisaient les humains. Il prit une casserole, alluma la cuisinière, mais il oublia de mettre de l'eau. La casserole commença à fumer et il paniqua. « Oh non, je vais brûler la maison !» cria-t-il en courant chercher un verre d'eau. Mais au lieu d'éteindre le feu, il renversa de l'eau partout sur le sol. Résultat, un grand désordre et Arthur glissant et tombant sur les fesses. Il soupira. « La cuisine, ce n'est vraiment pas pour moi. » Malgré ses mésaventures, Arthur continuait d'apprendre. Un jour, il découvrit la magie des outils humains. Une simple fourchette, par exemple, devint pour lui un instrument fascinant. « On peut vraiment manger avec ça ?» Ouh ! S'émerveilla-t-il en essayant maladroitement de piquer un morceau de carotte. Il apprit aussi à utiliser un ordinateur. Enfin, presque. Après avoir appuyé sur tous les boutons possibles, l'écran devint tout noir. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait, murmura-t-il. Même s'il continuait à faire des erreurs, Arthur découvrait que les humains avaient des objets incroyablement pratiques.
Il commençait même à aimer certains aspects de sa nouvelle vie, comme les chaussettes bien chaudes pour ses pieds ou les couvertures douillettes pour se réchauffer. Mais malgré ces petites joies, Arthur commençait à ressentir la nostalgie de sa vie de hérisson. Il se demandait de plus en plus comment il pourrait redevenir lui-même. L'aventure était loin d'être terminée. Un matin, alors qu'Arthur se promenait dans la ville, il entra par hasard dans une vieille librairie. Les étagères étaient pleines de livres poussiéreux et anciens. Intrigué, il commença à feuilleter un gros grimoire couvert de toiles d'araignée. Et là, il trouva quelque chose d'étonnant. Une recette pour inverser les transformations magiques. « C'est ça !» s'écria Arthur en sursautant. « Je veux redevenir un hérisson !» Mais la recette n'était pas simple. Il fallait des ingrédients étranges, comme des pétales de rose bleue et des écailles de poisson argentés. Arthur se mit en quête des ingrédients, mais il ne savait pas par où commencer. Heureusement, ses voisins humains, qui s'étaient attachés à lui, décidèrent de l'aider. Il y avait Marie, la gentille boulangère, qui connaissait un jardinier avec des roses spéciales, et Tom, le pêcheur du coin, qui lui offrit des écailles de poisson. « Merci beaucoup !» dit Arthur, touché par leur gentillesse. Mais le dernier ingrédient était le plus difficile. Une plume d'oiseau doré. Arthur chercha partout, mais il ne trouva rien. Finalement, alors qu'il était sur le point d'abandonner, un petit oiseau doré se posa sur sa fenêtre, laissant tomber une plume brillante. Arthur était émerveillé. « C'est un miracle !» murmura-t-il tout ému. Avec tous les ingrédients réunis, Arthur retourna chez lui et prépara la potion avec soin. Ses mains tremblaient un peu, mais il se concentra. En buvant la potion, une lumière douce l'entoura, et petit à petit, il sentit ses piquants revenir, ses pattes redevenir petites. Arthur avait réussi. Mais avant de dire adieu à sa vie humaine, il savait qu'il devait encore faire ses adieux. Arthur, de nouveau un hérisson, se regarda dans le miroir. Ses piquants étaient là, ses petites pattes aussi. Il était tellement heureux de redevenir lui-même. Mais quelque chose le fit réfléchir. Il avait appris tant de choses en tant qu'humain. Peut-être qu'il allait un peu regretter cette aventure. Avant de retourner à l'école des animaux, Arthur décida de dire au revoir à ses amis humains. Il se glissa discrètement dans la maison de Marie, la boulangère. Elle était en train de préparer du pain. Quand elle vit le petit hérisson sur le pas de la porte, elle sourit tristement. « C'est toi, Arthur ?» demanda-t-elle doucement. Arthur hocha la tête. Marie s'agenouilla et tendit la main. « Tu vas nous manquer, petit professeur. » Arthur se frotta contre sa main en signe d'affection. Il savait qu'il allait aussi beaucoup les regretter. Ensuite, il alla voir Tom le pêcheur. Tom riait en voyant Arthur. « Eh bien, tu es devenu toi-même ?» dit-il en le prenant doucement dans ses bras. « Prends soin de toi, mon ami !» Arthur fit un dernier tour de la ville,
se rappelant toutes les choses qu'il avait apprises. Il s'était fait des amis, avait découvert de nouvelles habitudes et surtout, il avait appris à être plus ordonné et organisé. Enfin, il retourna à son école de hérissons. Les élèves l'accueillirent avec des cris de joie. « Professeur Arthur est de retour !» Arthur leur raconta ses incroyables aventures chez les humains. Il leur parla de l'importance de l'ordre, de la gentillesse et de l'amitié. Et même si Arthur était de retour parmi les siens, il savait qu'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Son aventure chez les humains l'avait changé pour le meilleur. Dans un petit village enneigé, au creux d'une clairière, vivait un hérisson nommé Pinou. Avec ses petites pattes agiles, il aimait bricoler toutes sortes de choses. Ce matin-là, assis sur son tabouret près de la cheminée, il griffonnait des croquis sur une feuille froissée. « Qu'est-ce que tu fabriques, Pinou ?» demanda sa maman en déposant une assiette de noisettes sur la table. « Chut, maman, c'est un secret !» répondit-il avec un clin d'œil. Pinou avait une idée lumineuse. Fabriquer une lanterne magique pour sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Il voulait qu'elle ait de la lumière pour lire ses contes préférés, même quand les bougies s'éteignaient. Il se mit au travail avec enthousiasme. Il ramassa des brindilles dorées qu'il avait gardées de ses balades, des pierres brillantes trouvées près de la rivière et une vieille luciole qui s'était installée dans une boîte. « Désolée, petite luciole, mais j'ai besoin de ton aide pour ce cadeau spécial, » murmura Pinou en riant doucement. La luciole cligna des yeux et sembla comprendre. Alors qu'il fixait les brindilles avec de la sève collante, Pinou imaginait déjà le visage de sa grand-mère en découvrant la lanterne. « Oh, elle va adorer !» se dit-il en sautillant de joie. La lanterne prenait forme et une douce lueur commençait à s'en échapper. Mais dehors, le ciel devenait sombre. Le vent sifflait à travers les arbres, annonçant une tempête. Pinou regarda par la fenêtre. « Rien ne m'arrêtera. Ce sera le plus beau cadeau de Noël, coûte que coûte. » Et dans son cœur, il sentait déjà la magie de Noël s'allumer. La nuit tombait doucement sur le village de Pinou. Les flocons de neige dansaient devant sa fenêtre, mais lui était bien au chaud, concentré sur son travail. La lanterne était presque terminée. Ses petites pattes fixaient la dernière branche quand, soudain, un énorme coup de vent fit trembler les volets. « Oh, mais c'est quoi ça ?» murmura Pinou, ses piquants frissonnant. Il se précipita vers la fenêtre. Dehors, la neige tourbillonnait comme si elle dansait une drôle de danse. Mais un détail attira son attention. Oh, sa lanterne! Elle roulait sur la table, prête à tomber. « Non, non, non! Pas toi !» cria Pinou en se jetant sur la table. Trop tard.
Une bourrasque couvrit grand la porte et la lanterne s'envola comme un cerf-volant dans le vent. Pinou courut à la porte, les pattes tremblantes. « Reviens !» s'écria-t-il. Mais la lanterne avait déjà disparu dans la forêt. Sa maman arriva en courant. « Pinou, pas question que tu sortes par ce temps. » Pinou hésita, ses yeux brillants de détermination. « Maman, c'est pour mamie. Elle compte sur moi. Je dois la retrouver. » Sa maman soupira. Elle connaissait son petit hérisson. Quand il avait une idée en tête, rien ne l'arrêtait. En s'enroulant dans une écharpe trop grande pour lui, Pinou attrapa une lampe et poussa la porte. La tempête était glaciale. La neige picotait ses piquants, mais il avança courageusement. « Tiens bon, lanterne magique, j'arrive !» chuchota-t-il, le museau bas contre le vent. Et ainsi commença la grande aventure de Pinou, perdu dans la nuit, mais guidé par l'amour qu'il portait à sa grand-mère. Pinou avançait tant bien que mal dans la forêt sombre. La neige craquait sous ses petites pattes et le vent sifflait entre les arbres. « Quelle idée, cette tempête! Pourquoi maintenant ?» grommela-t-il. Tout à coup, un bruit étrange attira son attention. Pinou tourna la tête, les piquants hérissés. Une ombre agile bondit d'un arbre à l'autre. « Qui est là ? Montrez-vous !» lança Pinou, la voix tremblante mais déterminée. Un renard aux yeux malicieux surgit d'un buisson en riant. « Moi, c'est Frisk. Et toi, petit hérisson perdu, que fais-tu dehors par ce temps glacial ?» Pinou recula prudemment. « Je ne suis pas perdu. Je cherche ma lanterne. Elle s'est envolée dans la tempête. » Frisk fit un grand sourire, montrant ses crocs, mais il n'avait pas l'air méchant. « Une lanterne, hein ? Ça brille, ça ? » « Oui, mais ce n'est pas pour toi. C'est un cadeau pour ma grand-mère, alors n'y touche pas !» répliqua Pinou en croisant ses petites pattes. Le renard éclata de rire. « D'accord, d'accord. Je ne vole pas les cadeaux. Enfin, pas aujourd'hui. Mais je peux t'aider à le retrouver. Je connais cette forêt comme ma poche. » Pinou hésita. Frisk semblait rusé, mais il n'avait pas le choix. « Très bien, mais pas de blague. »« Promis juré. Suis-moi, petit piquant, » dit Frisk en bondissant devant. Et c'est ainsi que le courageux Pinou et l'espiègle Frisk commencèrent à suivre les traces de la lanterne dans la neige, une équipe improbable, mais déjà pleine de surprises. Pinou et Frisk avancèrent dans la forêt blanche, suivant les petites traces laissées par la lanterne. Mais le chemin n'était pas aussi simple qu'ils l'espéraient. « Oups ! Attention ! C'est glissant ici !» lança Frisk en sautant sur un tronc gelé. Pinou, moins agile, posa une patte prudente sur le tronc. « Oh là là, ça bouge !» s'écria-t-il, les piquant tout raides. Le tronc
couvert de glace, se balançait dangereusement. Frisk riait déjà en sautant de l'autre côté. Allez, Pinou, hop hop hop. Pinou se concentra, prit une grande inspiration et bondit. Il atterrit de justesse, les pattes tremblantes. Pfff, facile, mentit-il, essoufflé. Ils continuèrent jusqu'à un lac gelé qui bloquait leur chemin. La glace brillait sous la lune, mais semblait bien fragile. « On traverse ?» demanda Pinou, un peu inquiet. Frisk haussa les épaules. « Pas le choix. Mets-toi sur le ventre, ça passe toujours mieux. » Pinou s'aplatit et commença à glisser. « Ouah, je vais trop vite !» cria-t-il en tournant sur lui-même. Frisk, plus léger, bondissait élégamment de plaque en plaque. « Regarde-moi, petit piquant, c'est un jeu d'enfant. » Mais soudain, un grand hibou surgit d'un arbre, ses yeux jaunes brillants. « Qui ose réveiller la forêt à cette heure ?» gronda-t-il. Pinou trembla, mais Frisk répondit avec un sourire. « Juste deux amis en quête d'un cadeau magique. On ne fait que passer, monsieur le hibou. » Le hibou observa un instant, puis hocha la tête. « Passez, mais faites vite. La forêt n'aime pas trop les visiteurs nocturnes. » Avec un soupir de soulagement, Pinou et Frisk poursuivirent leur route, prêts à affronter ce que la forêt leur réservait encore. Après avoir bravé le lac et le hibou grognon, Pinou et Frisk arrivèrent dans une clairière silencieuse. La neige semblait scintiller et au centre, un grand sapin étendait ses branches. Tout en haut, un faible éclat brillait doucement. « C'est elle, ma lanterne !» s'écria Pinou, les yeux pétillants. Frisk plissa les yeux. « Eh bien, elle a trouvé un bon perchoir. Dommage qu'on n'ait pas d'elle. » Pinou tapota son museau, réfléchissant. « On n'a pas d'aile, mais on a des idées. » Frisk observa les branches. « Et si je grimpais pour toi ?» Pinou hocha la tête. « D'accord, mais fais attention, c'est fragile. » Frisk bondit sur le tronc avec agilité. « Facile comme tout !» lança-t-il. Mais à mi-chemin, une branche craqua sous ses pattes. « Fais attention !» cria Pinou en bas, les piquants hérissés d'inquiétude. Frisk se rattrapa de justesse. « Puf, même pas peur !» Avec une dernière impulsion, il atteignit la lanterne. « Je l'ai !» annonça-t-il triomphalement en la décrochant délicatement. Mais en la prenant, une lumière vive jaillit. La lanterne brillait plus fort qu'avant, illuminant toute la clairière. Frisk descendit prudemment, la lanterne entre ses dents. Pinou la récupéra, les yeux brillants d'émerveillement. « Elle est encore plus belle !»« Merci, Frisk !» Le renard haussa les épaules avec un sourire. « C'est rien, mais dis donc, elle est magique ta lanterne.
Elle va illuminer tout ton village. Pinou serra sa lanterne contre lui. Maintenant, il faut vite rentrer avant que la tempête ne nous rattrape. Avec leur précieux trésor en main, ils prirent le chemin du retour, le cœur rempli de fierté et de chaleur. Pinou et Frisk marchèrent aussi vite que leurs pattes pouvaient les porter, la lanterne brillante éclairant leur chemin. La tempête se calmait et le village de Pinou apparut enfin, niché sous une épaisse couverture de neige. « On y est presque !» souffla Pinou, épuisé mais heureux. Frisk, lui, trottinait fièrement à ses côtés. « Et tu vas pouvoir dire que tu as eu un renard comme coéquipier. C'est pas tous les jours, ça, hein ?» Arrivé chez sa grand-mère, Pinou poussa doucement la porte. La vieille hérissonne tricotait près du feu, ses lunettes de travers. « Mamie, regarde ce que j'ai fait pour toi !» s'écria Pinou en brandissant la lanterne. La grand-mère posa son tricot et ajusta ses lunettes. « Oh, mais quelle merveille! Elle brille comme les étoiles !» Pinou posa la lanterne sur la table. La lumière douce se répandit dans toute la pièce, réchauffant le cœur de tous. Les voisins, attirés par l'éclat magique, vinrent frapper à la porte. « Pinou, c'est toi qui as fait ça ?» demanda une souris admirative. « Oui, mais Frisk m'a beaucoup aidé, » répondit Pinou en souriant à son nouvel ami. Frisk leva une patte. « Eh bien, disons que je suis un renard talentueux. » La grand-mère rigola. « Vous formez une belle équipe tous les deux. » Bientôt, tous les voisins s'installèrent pour admirer la lanterne, et Pinou raconta son aventure. La chaleur et les rires remplissaient la maison. Cette nuit-là, la lumière de la lanterne illumina tout le village, mais c'est l'amour et l'amitié qui réchauffèrent vraiment les cœurs. Et Pinou comprit que le plus beau cadeau de Noël était celui qu'on partage. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.